Bonjour à tous. Nous allons continuer à revenir sur les meilleurs albums de l'année élus par les jurys du Festival d'Angoulême. Et après 1967 et Le Vagabond des Limbes, eh bien nous continuons avec 1976. En ce temps-là, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême n'était pas international pour plaisanter, et y étaient élus des meilleures œuvres réalistes françaises et des meilleures œuvres réalistes étrangères. Le Vagabond des Limbes était la française de cette première édition, l'étrangère est la mythique Ballade de la mer Salée de l'italien Ugo Pratt, paru aux éditions Casterman en 1975. Alors, au contraire du Vagabond des Limbes, il y a pléthore d'éditions actuellement disponibles, et de nouvelles éditions dans de nouveaux formats, avec de nouvelles présentations et de nouvelles numérotations, qui ressortent toutes les quelques années. Ça, c'est la version poche en couleur de 2006. Mais c'est petit, la colorisation est venue après, et la mise en page était entièrement refaite avec parfois des cases tronquées. Mais c'était pas cher et je suis cheap. Alors bon, faisons travailler les bibliothèques et empruntons la version d'époque. Tout d'abord, notons quelque chose qui, si j'ai bien compris, a été un véritable choc pour son temps. Ça n'est pas un format classique. Il fait bien plus que 48 ou 62 pages. Il n'y a pas de couverture cartonnée. Et ça n'est définitivement pas en couleur. Et apparemment, 1975, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et ainsi, le succès de cette œuvre a ouvert le chemin à la vaste production actuelle au format varié. C'est plutôt une bonne chose, bien que je sois étonné d'une si tardive révolution. Par révolution, j'entends le retour circulaire à une position précédente, puisque c'était peu ou prou le format des Tintins d'avant-guerre. Je parle même pas des comics et des mangas qui existaient déjà à l'époque sur leurs continents respectifs. Ou juste du franco-belge un peu plus confidentiel. Hypocrite de Forest n'était pas vraiment un format classique non plus. Bon, en contrepartie, il n'a pas marché. La Ballade de la mer Salée, titre original avec un mauvais accent italien, La Barata del Mare Salato, est la première histoire impliquant le célébrissime Corto Maltese. Mais presque par erreur, semble-t-il, comme nous allons le voir. Cette ballade est d'abord publiée en épisode dans le mensuel italien Il Sergente Colk, entre 1967 et 1969. Et oui, lorsque cette œuvre est primée à Angoulême, elle va sur ses 10 ans. Certes, c'était sa première parution en album en français. Néanmoins, Corto Maltese n'était plus du tout un inconnu dès lors. Les histoires relativement courtes, qui seront plus tard compilées dans Sous le signe du Capricorne, Corto toujours un peu plus loin, les Celtiques et les Éthiopiques, sont d'ores et déjà parus dans Pif Gadget, et ont gagné une certaine réputation parmi les amateurs. Et d'après la légende, les numéros annonçant qu'ils contenaient des histoires de Corto Maltese connaissaient une remarquable chute des ventes, vu que c'était pas vraiment dans la même catégorie qu'Arthur le Fantôme. Et il y a même déjà eu des publications de ces histoires en album, chez un tout éditeur à tirage quasi confidentiel, mais le point est, le prix accordé à cet ouvrage, à la publication bien tardive, ressemble plus à la consécration d'un auteur confirmé, mais qui n'avait pas été encore reconnu officiellement, qu'à un strict meilleur album de l'année. D'autant plus que, au risque de frapper une vache sacrée, la ballade est vachement plus faible que les histoires qui le suivront, et sont déjà connues à ce moment-là. Pour faire plus clair, j'ai un peu l'impression que le jury voulait récompenser La Lagune des Beaux Songes, Songe d'un matin d'hiver, et d'autres Roméo et d'autres Juliette, mais ils n'étaient pas en album. Alors ils ont donné le prix à la première chose qui s'en rapprochait. Et revenons au sujet principal, le contenu. La ballade commence le 1er novembre 1973 dans le sud du Pacifique, entre la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Au lendemain d'une tempête comme nous le narre l'océan Pacifique lui-même, tout ça pour dire qu'un grand catamaran polynésien, à l'équipage fidjien mais dirigé par le capitaine Rasputin, blanc, européen, barbu, pas encore spécifiquement russe, mais oui, il ressemble terriblement à son célèbre éponyme, ce catamaran, donc, tombe par hasard sur un canot de sauvetage contenant 2 adolescents évanouis qui, nous le découvrirons rapidement, sont héritiers d'une puissante famille coloniale anglaise. Ils se nomment Cain pour le garçon et Pandora pour la fille, annonçant ainsi expressément la couleur à qui connaît sa Bible et sa mythologie grecque. Leur seule présence va foutre la merde.
Et oui, Hugo Pratt est un auteur qui n'a pas du tout honte de ses références culturelles, et il parsème son œuvre de références plus ou moins subtiles, de citations directes ou même simplement à placer dans les mains des personnages les ouvrages qui lui ont servi d'inspiration et de documentation. Et encore, dans la balade, il ne fait pas encore directement intervenir Jack London ou Gabriel D'Annunzio. Corto Maltese est une œuvre ouvertement érudite. Notons au passage qu'une de ces références explique peut-être le titre de cet album et nous ouvre une piste de lecture. Qu'un cite explicitement un passage de la Complainte du vieux marin du poète anglais Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner en VO. Et donc, comme on peut le voir là, la titre en italien est La Ballata del Vecchio Marinaio, la ballade du vieux marin. Alors que cette première œuvre nous conte les déboires surnaturels, les malédictions maritimes et la rédemption dans l'acceptation que s'attire sur lui le vieux marin du titre pour le meurtre gratuit d'un albatros, la ballade de la mer salée, en parallèle, serait la rétribution karmique et la possibilité de pardon pour le crime de tenir Caïn et Pandore en otage, et appliquée non pas à un seul marin, mais à l'ensemble des navigants de la mer salée. Car oui, revenons sur nos pattes, il n'y a pas strictement de personnage principal dans la balade de la mer salée, mais un ensemble de personnages, tous plus tordus les uns que les autres. Et si Caïn et Pandora sont très manifestement les personnages auxquels le jeune lecteur est censé s'identifier, dont les tentatives d'échapper à leur emprisonnement servent de fil conducteur à l'ensemble, ils ne sont que des personnages parmi d'autres, et pas ceux sur lesquels s'appuie particulièrement le récit. Aussitôt après les deux jeunes naufragés, l'équipage de Rasputin tombe sur un personnage dérivant en pleine mer, le fameux Corto Maltese, qui a été victime d'une mutinerie et se trouve maintenant à la merci de Rasputin, qui le connaît déjà bien et envisage de le tuer plus ou moins parce qu'il le peut. Heureusement, Cranio, le second Fidjien du terrible capitaine, mais qui est aussi son propre personnage, lui rappelle que tout ce travail pour le mystérieux moine, en gras avec des guillemets. Et oui, tous ces marins sont des canailles, des pirates et des forbans qui sont tous engagés dans une conspiration pour servir de corsaires clandestins à l'Allemagne dans la Grande Guerre, qui s'en vient inévitablement. Allemagne qui leur a joint le lieutenant Slutter, qui leur apprend à manier le sous-marin qui leur est confié pour leurs méfaits. Et c'est la confrontation de tous ces gentilshommes de fortune autour de leurs activités criminelles de guerre et de l'emprisonnement de Caïn et Pandora qui va faire toute la partie la plus intéressante de l'œuvre. Rasputin est un formidable psychopathe, un anti-Bouddha prêt à commettre tous les crimes pour assouvir ses désirs alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'il désire, si ce n'est le meurtre, la violence et se faire des amis. Alors que justement, il entretient une relation intéressante avec Corto Maltese, qui part avec des apparences de brute à peine mieux dégrossi que race, mais qui se révèle être sa bonne conscience, lui aussi porté par le souffle de l'aventure et de désirs non spécifiques, si ce n'est qu'il ne veut pas commettre plus de crimes que nécessaire. Et ces deux phases de l'aventurier passent leur temps à se menacer de se tuer l'un l'autre, à se tabasser, à en faire tomber les murs, et à se sauver mutuellement la vie en refusant d'admettre que malgré tout, ils tiennent sincèrement l'un à l'autre. Notons au passage que cette relation d'amitié inexprimée va les poursuivre durant tout le reste de la carrière de Corto, et plus d'une fois, Rasputin jouera le rôle de la princesse en détresse que Corto doit aller sauver. Pour parler geek moderne, c'est totalement une slash fiction, et les deux côtés sont tsundere l'un pour l'autre. Et en plus, Ras et Yandere. Comme quoi, Corto n'est pas dans la merde. Mais revenons à cette première histoire. Donc, oui, Rasputin veut rançonner les otages et tuer au moins l'un d'eux pour calmer l'autre, tandis que Corto, lui, insiste pour garder les deux vivants dans des bonnes conditions, encore que... mais pour les rançonner néanmoins. Cranio, indigène parfaitement cultivé et articulé, se définit par une moralité utilitariste et prêt à accomplir toutes sortes de crimes avec le moins de vagues possible, ainsi qu'à faire avancer la cause des peuples mélanésiens à l'identité naissante en cette période. Le moine, mystérieux personnage n'apparaissant en personne qu'à la moitié du livre, mais dont la présence se fait sentir sur tout l'ouvrage, au visage perpétuellement dissimulé sous une coule monacale, et à l'identité mystérieuse que la rumeur fait remonter à plusieurs siècles,
rejoue ici le rôle du génie démon du crime, l'autorité suprême de la conspiration, le roi de l'île Escondida, littéralement l'île cachée, d'où part toute la piraterie du Pacifique. Et lui aussi voit son comportement virer dans la folie encore plus furieuse, à la découverte de Carré Pandora, pour des raisons tout aussi mystérieuses que le reste du personnage. Ce qui veut dire que tout est révélé à la fin et que, honnêtement, c'est pas un mystère qui gagne à être élucidé. Et enfin, le lieutenant Slutter, militaire embringué de force dans la piraterie, qui se veut être le seul adulte honnête de cette histoire, malgré les horreurs qu'il est chargé de mettre en œuvre. Et oui, c'est la première guerre mondiale, pas la seconde. C'est un Allemand, pas un Nazi. Il a le droit de ne pas être le mal absolu. En tout cas, lui est opposé à garder les enfants prisonniers et veut les rendre à leurs parents comme il se doit. Mais il est le personnage globalement principal avec le moins de développement dans ses actions et dans sa vie psychique. D'autant plus bizarrement que toute la dernière partie est pour ainsi dire consacrée à lui, à son dilemme de s'être vautré dans l'infamie pour des idéaux chevaleresques. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui se passe et vous faire une analyse graphico-textuelle page par page. Les pages, il y en a 169 et beaucoup à dire sur quasi toutes. Et surtout, c'est pas l'histoire qui est importante. Ou, pour être plus précis, la narration est le point faible du livre. Cet album montre ses origines en préparution dans la presse, en quasi-improvisation d'un passage à l'autre, sous un format épisodique impliquant des rebondissements et des cliffhangers plus ou moins gratuits à intervalles réguliers et qui créent des fils narratifs qui s'embrouillent, s'arrêtent en queue de poisson ou disparaissent de l'intrigue sans autre forme de procès. Les personnages passent leur temps à se tuer les uns les autres pour qu'ils soient révélés quelques pages plus loin, qu'ils ne sont que blessés et en train d'être soignés en secret. Et aucune victime n'en veut plus que ça à son meurtrier lorsqu'ils se recroisent. Ce qui pourrait être une réflexion sur la place de la violence dans une société entièrement masculine où la violence est une simple forme d'expression lorsqu'on est incapable d'exprimer sa sensibilité. Mais sauf que en fait, ça donne surtout l'impression que l'auteur a oublié qu'ils sont trucidés dans l'épisode précédent. À un moment, Corto passe 6 pages à faire le mariole entre au bord d'une falaise, puis à être attaqué par un poulpe, puis à se retrouver coincé par une huître bénitier, puis à manquer de se noyer, puis à être attaqué par un requin, puis à être sauvé par un indigène qui disparaît aussitôt de l'histoire, sans que cela ait la moindre influence sur quoi que ce soit, si ce n'est d'être les 6 pages qui manquaient à l'épisode du mois. L'énigme de l'identité du moine est résolue par une lettre retrouvée par hasard, et qui explique tout sans introduction ni conséquence. Le dit moine disparaît d'ailleurs de la narration sans élaboration. Et un autre exemple notable est Corto Maltese lui-même. Lorsqu'il est introduit, il a un physique de brute, un comportement cynique et goguenard, et juste une version modérément plus sociale que Rasputin. Puis, plus vous lisez, plus vous réalisez que l'auteur est en train de tomber amoureux de son personnage, de lui rajouter des touches de sympathie et d'empathie, des détails truculents, jusqu'à simplement le redessiner avec des traits fins, un perpétuel sourire moqueur et des vêtements élégants qui ne le quitteront plus. À en faire le personnage connu, cet éternel adolescent romantique qui joue à l'aventurier dur à cuire pour qu'on ne voit pas qu'il est juste un héros au grand cœur. Définitivement, la balade de la mer Salée n'était pas censée être une aventure de Corto Maltese. Ça aurait dû être une aventure avec Corto Maltese, entre autres. Puis, il s'est mis à voler le devant de la scène et à mériter sa propre série. Mais tout ça, c'est pas si grave. C'est juste ce qui fait que la balade de la mer Salée est moins bien que la plupart des autres albums de Corto Maltese. Mais on y trouve déjà ce qui fera la grandeur de la série. L'ambiance, l'atmosphère, la poésie, le romantisme de celui dont les aventures sont un reflet du développement personnel. 2 enfants au milieu du Pacifique discutant de la création du monde sous le passage de poissons volants. Le silence grave du peloton d'une exécution injuste mais inévitable. Un homme né sans ligne de chance qui se l'est tracé lui-même. Un pirate sombrant dans la folie alors qu'il se rend compte qu'il a fait le vide autour de lui. Le chant des Fidjiens sur la mer. Les meurtres de la guerre moderne dans l'innocence des îles du Pacifique. Un otage renonçant à sa liberté pour sauver son geôlier. Et le tout servi par un dessin aux grands aplats d'encre, comme une aquarelle tout en contraste, cherchant l'impressionnisme et l'expression des sentiments,
bien loin de quelque influence de la ligne claire et de ses exigences techniques. Même si là encore, toute cette poésie dessinée est une qualité émergente qui apparaît au fur et à mesure que l'auteur avance son livre et se rend compte qu'elle n'est qu'incidemment une histoire de guerre et de prise d'otage. Alors oui, c'est un grand album qui mérite un prix. Mais il n'est clairement pas celui qui mérite le plus un tel prix. Sérieusement, si vous voulez découvrir Corto Maltese, faites comme les lecteurs français des années 70. Commencez plutôt avec les histoires courtes de Sous le signe du Capricorne, quand Hugo Pratt savait enfin qui était réellement Corto Maltese. La balade de la mer salée, la naissance de ce personnage. Mais les naissances, c'est saignant et peu élégant, et on s'y intéresse surtout pour la personne qui en sort. Mais surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas ne pas lire ce livre.